Podcast La Première. Oui. Oui, oui. 32 Buffalo, New York. 135, it's all the way back 42 track. 42? How do you know that? Yeah, the bakery did. Dis-moi. Par oui dire. Et à une fois, j'entends. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? La prison change. Très agréable avec le long des étangs. On appelle une maladie honteuse. Vous allez où? 11e. Ces lieux nous parlent. Pascal Tison. La gantoise Annie van de Wiel est la première femme à avoir fait le tour du monde en voilier, en compagnie de son mari Louis, d'un coéquipier et de son chien. C'était en 1951-52. Elle va devenir rapidement une figure importante de la littérature dite hauturière, et les archives et musées de la littérature mettent en évidence les archives Annie van de Wiel à travers une exposition, un grand fond marin. C'est à la Bibliothèque royale jusqu'au 30 avril. L'Afrique était enceinte de toutes les merveilles et dépositaire d'histoire. Compacte, cryptique, vulnérable, il fallait en faire le tour et même, qui sait, la pénétrer. Vous êtes au fond un petit peu en conflit avec l'Europe. Oui, je pensais que l'Europe était en bataille avec elle-même et pas fidèle à sa profonde vocation d'être dans la ligne d'un développement spirituel et technique. Ce christianisme ne me satisfaisait pas du tout, il me paraissait hypocrite. Et la Première Guerre mondiale m'a profondément remué. Quant à la seconde, elle m'a fait désespérer de l'Europe. Et c'est pourquoi vous êtes parti si loin? Je crois que si on s'analyse, vous savez, en vieillissant, on a le temps de réfléchir. Réfléchir veut dire peut-être fléchir aussi un peu le genou, n'être plus très sûr de soi-même. En réfléchissant, je pense que je voulais voir le contraire de l'Europe, en allant en Mongolie, en Asie centrale, au Tibet. C'est ce que Ella Maillard dit. Elle était dégoûtée de la boucherie de 14 et donc elle décide de quitter ce monde européen. D'autres figures féminines, je pense aux Suisses. Et puis aussi, je me souviens qu'à cette époque où nous étions très jeunes, nous avons été impressionnés par un livre qui s'appelait Walden, La vie dans les bois, de Thoreau. C'est de mon temps, ça, hein? J'ai le même âge que Tintin. Nous sommes des espèces de citoyens du monde, mais alors libres de toute politique. Nous sommes parmi les êtres les moins engagés, comme on dit maintenant, et c'est cette vie que nous menons qui nous le permet. Un grand fond marin. Les archives d'Annie van de Wiel, aux archives et musées de la littérature, une exposition qui se tient jusqu'au 30 avril. Avec Liliane van Cleput, Charles Cooper, Hugues Robert, et les voix de Ella Maillard, ainsi que celle d'Annie van de Wiel, 1922-2009, qui est extrait du film Pénélope était du voyage, de 1996. Pénélope attendait Ulysse, qui avait fait un long voyage, et ici, Pénélope accompagnait Ulysse. Donc évidemment, la référence homérique à Homère, oui, il y a de l'épopée en fait, dans l'aventure de Annie et Louis. Et pour répondre à votre question aussi, Annie a fait beaucoup de conférences également.
Donc on connaît certaines conférences de grands voyageurs, mais les siennes étaient vraiment substantielles. En ce sens qu'elle s'interrogeait sur les fondements de leurs équipés, en fait. Et elle parle quelque part d'une sorte de foi. C'était presque une sorte de foi dans la vie, dans la possibilité de changer. Lecture, Dominique de Wind et Laurence Boutard. Une émission de Thierry Genicot. Et en même temps, dans une autre conférence, elle parlait d'une certaine citoyenneté du monde. Et qu'en fait, ils étaient citoyens du monde. Dans les ports, ce sont toutes les couches de la population que nous apprenons à connaître. Nous sommes chez nous partout. Je fais mes courses au marché. Nous avons avec la population blanche et indigène des contacts directs, sans l'intermédiaire de l'agence X ou Y. Et les contrastes nous rendent chaque expérience plus précieuse. Après 30 jours de solitude en mer, nous sommes heureux de revoir la verdure et les hommes. Après une harassante escale composée pour moitié d'excursions, de visites et d'agapes, pour moitié de travail à bord, nous sommes heureux de retrouver la merveilleuse paix de la mer. Ça marche. Donc nous sommes à la Bibliothèque Royale. Dans l'ascenseur, mène au moins 4. Archives et musée de la littérature. Et en même temps, cette notion de pauvreté, de sobriété heureuse, comme dirait Pierre Rabhi aujourd'hui, je crois qu'elle était foncièrement déjà là, chez Annie et Louis, dans leur idée de chaque fois tout remettre en jeu, avec une audace qui est pour moi une sorte d'exemple, en fait, intéressant. Hein. C'est un modèle un peu, cette vie du couple, avec ses échecs, avec ses réussites, mais personnellement j'ai vu beaucoup plus de réussites que d'échecs. Jour après jour, durant des années, nous avons avalé les 1000 marins, attentifs seulement à l'océan et à nous-mêmes, et avant tout au bateau. Vérificateurs d'îles qui n'existaient que dans les livres. Découvreurs d'un monde où pour nous tout était neuf. Dieu sait si elle a l'air assez confidentielle, cette exposition, mais il y a vraiment eu beaucoup de visiteurs, des visiteurs qui ont connu Annie, et puis en même temps l'idée de faire venir Charles Cooper, l'héritier, le légataire en fait de ce fonds. C'est la première fois qu'on le fait. Annie et lui, bien sûr, il parle beaucoup des langues. Et pour moi, nous avons rencontré au Kenya et tout de suite on parle en anglais, toujours en anglais. Mais lui, il parle anglais très 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 bien. Presque sans accent, presque, mais il reste toujours vraiment comme un Belge. Mais Annie, elle parle avec un esprit d'Annie. Dans toutes les langues, elle s'exprime avec les nuances d'Annie extraordinaires. Mais elle a l'habilité à faire les mots croisés en 4-5 langues extrêmement bien. Le 2 août 1953, à 11h précises, Homo, votre fier voilier fait une entrée triomphale à Zeebrugge. Louis, Annie et Fred, la Belgique vous accueille en héros. Vous avez accompli sans incident un tour du monde à la voile. On vous acclame, on vous félicite. Vous recevez la médaille du mérite sportif et Louis le diplôme honorifique de capitaine au long cours. Annie, vous êtes la première femme européenne à avoir accompli ce rêve incroyable pour l'époque, le tour du monde à la voile. Oui, moi j'ai toujours trouvé que c'était vraiment un coup de chance, hein, qu'on se soit rencontrés. On s'est connus à l'université, on aurait pu parler d'un tas d'autres choses, hein, mais dès qu'on a commencé à parler bateau,
On s'est compris. Du reste, il m'a jamais demandé en mariage. Il a demandé de partir avec lui, ce qui n'est pas la même chose. Et pour moi, c'est très solennel et en même temps très émouvant parce que je suis allé chercher ces archives à Miradou, dans le Gers. Je les ai ramenées dans ma camionnette. J'ai rencontré Charles à ce moment-là et son épouse Anne, qui sont des personnalités charmantes comme ça. Anne, qui est une spécialiste du taoïsme, Charles, qui est un documentariste anglais, en fait, qui est spécialisé dans l'architecture médiévale du Moyen-Orient. Elle a voyagé tous les coins du monde, mais elle était toujours 100% belge. Je suis Charles Cooper, presque comme le fils adoptif d'Annie et Louis Vandevielle. J'étais né au Kenya et Annie et Louis étaient à ce moment au Kenya et elle est devenue amie de mes parents. Mon père, il était un fermier, mais avec une grande passion des bateaux voiles. Il est devenu très proche, comme les voisins. Et tout de suite, Annie m'adopte comme un petit-fils, comme ça. Donc on a eu des conversations assez étonnantes, trop courtes malheureusement, parce qu'en fait Charles devait me montrer toutes les caisses qu'il avait préparées pour moi. Et donc il avait déjà vraiment préparé mon travail d'attaché scientifique ici, qui consiste à recevoir des archives, à les étudier, à les classer et à essayer de les mettre en évidence. Et Charles m'avait déjà donné un document avec tout ce classement des archives. Et cette relation avec le légataire m'a tellement marqué qu'elle fait partie vraiment de l'exposition. Donc il y a une vitrine consacrée aux archives en tant que fond, où on voit en effet le premier document que Charles m'a donné, en anglais et traduit en français aussi, et puis le document de classement du fond que j'ai fait par la suite. Et donc c'est vraiment très émouvant de voir Charles ici le 23. Et j'ai passé beaucoup de ma jeunesse avec Annie et lui. En fait, les hommes de ma vie m'ont toujours offert des bateaux, parce que mon grand-père m'avait fait, quand j'étais très enfant, un petit bateau pour faire naviguer sur le lac du Parc à Bruxelles. Après, il nous a construit un canoë, un très beau canoë, type canadien, très beau. Il construisait très bien, mon grand-père, côté papa. Et puis papa a acheté un adorable petit bateau à Klein, avec des petites dérives latérales, un beau petit gréement, adorable. De l'accueillir et surtout que, en fait, on fête presque l'anniversaire du décès d'Annie. Pendant la guerre, Annie et ses parents ont caché un jeune juif polonaise. Ben, j'avais des parents intelligents, mettons. Hein. Ils ont bien compris. Mais il fallait tout de même que je marche droit. J'ai l'impression qu'Annie est un peu mon amie, mais pratiquement posthume, quoi. Parce qu'en fait, je l'ai rencontrée à travers toutes ces archives, ces lettres, ces manuscrits, ces photos. Et donc, j'ai reconstitué toute cette histoire que je connaissais un petit peu quand même, mais de l'intérieur, comme ça. Il y a notamment cette correspondance immense avec sa maman. Donc, à l'époque, on écrivait 3 lettres par semaine, et c'était pas des lettres d'une demi-page, c'est quelquefois 5 pages, une écriture serrée et tout à fait lisible. Nous sommes des espèces de citoyens du monde, mais alors libres de toute politique. Nous sommes parmi les êtres les moins engagés, comme on dit maintenant, et c'est cette vie que nous menons qui nous le permet. Dans les ports, ce sont toutes les couches de la population que nous apprenons à connaître. Nous sommes chez nous partout. Je fais mes courses au marché. Nous avons avec la population blanche et indigène des contacts directs, sans l'intermédiaire de l'agence X ou Y, et les contrastes nous rendent chaque expérience plus précieuse. Après 30 jours de solitude en mer, nous sommes heureux de revoir la verdure et les hommes. Après une harassante escale composée pour moitié d'excursions, de visites et d'agapes, pour moitié de travail à bord, nous sommes heureux de retrouver la merveilleuse paix de la mer. Enfance gantoise et bruxelloise.
parce que sa maman avait une mercerie et elle a habité près de l'église de la Chapelle, où maintenant il y a une banque sur le coin. C'est là où il y avait la mercerie de la maman. Ses parents ont passé la Première Guerre. Le papa était un fonctionnaire à Gand et faisait l'aller-retour en train. Et puis après, il a pu revoir une mercerie à Gand. Sa mère était prisonnière en Allemagne et son père a passé 4 années comme un soldat. Et voilà, elle avait seulement une fille. Je suis entrée, ce qu'on appelle chez nous la philologie romane, français, italien, espagnol, anglais, latin. 2 ans pour arriver en licence, je n'ai pas passé mes examens. Je me suis fait recaler et ça c'est parce qu'entre-temps j'ai rencontré Louis, c'est-à-dire que j'ai rien fait du tout. Bon, on faisait que s'embrasser dans les coins au lieu de travailler. Je me suis dit, je vais tout de même pas m'arrêter là et j'ai pris l'histoire de l'art, archéologie. Lui, il avait fini ses études. Lui, il était assistant d'un de mes professeurs. Comme ça qu'on s'est rencontrés. Première femme à avoir fait le tour du monde en voilier dans les années 50. Puis plus tard l'Afrique, le Kenya, aussi une expérience très importante. À la fois Louis, le mari d'Annie, qui devient chasseur blanc, qui voulait absolument chasser en Afrique, et puis qui se repent quelques mois après, et ils deviennent tous les deux conservateurs de réserve. À l'ère des indépendances, en 60, il retourne en Belgique. Et là, il s'ennuie. Je crois qu'Annie est secrétaire du Sailing Club de Gand. Elle s'ennuie, en fait. Ils s'ennuient en Belgique parce que la Belgique apparaît un peu étriquée pour eux. Et donc, ils font quand même une croisière vers les Antilles, dont Annie tirera un livre. Et puis, Louis descend en France en 2 chevaux. Dans le Lot-et-Garonne, tombe devant cette ruine moyenâgeuse que vous avez aidé à reconstruire, en fait, justement. Nous avons fait une croisière au Moyen-Âge à bord d'un château fort en ruine. Et puis, il reconstruit cette ruine, ce château en ruine à Madaillan, qui s'appelle Madaillan, la forteresse de Madaillan. Annie, d'ailleurs, écrira un article là-dessus dans les demeures de France, là. Et puis ils revendent ça, ils achètent le presbytère où je suis allé chercher les fameuses archives. En fait, la Polynésie, de notre temps, on devait la gagner. Dans les 2 sens du terme, on gagne une île, n'est-ce pas ? On y va. Il fallait aussi la gagner, c'est-à-dire mettre un long moment pour y parvenir. Je pense que ça faisait beaucoup plus d'effet que maintenant. Mais vous, Liliane Van Klemput, vous l'avez connu depuis quand ? Des années 60, avant qu'il soit parti dans les Antilles. Ils ont fait ce voyage d'1 an dans les Antilles, parce que Louis, justement, était architecte naval et travaillait en Belgique, mais énormément pour des gens français, italiens. Il a eu des clients un peu tout azimut. Il faisait ses bateaux, et il les suivait très fort, un peu comme ses enfants aussi. Il aimait ça. Et quand ils sont revenus des Antilles, là, ils n'ont vraiment plus retrouvé leur place en Belgique et ils ont quitté pour la France. Et où ils ont vécu quand même pas mal d'années à Madaillan avant de changer pour aller à Miradou parce que les années, la santé, c'était pas facile de vivre dans un château moyenâgeux qu'on garde moyenâgeux. Il y avait très peu de confort, donc c'était quand même pas toujours facile. Et très peu de temps après, Louis est décédé dans le tout début 90. Et Annie a continué vaillamment pendant encore pas mal d'années, puisqu'elle est décédée en 2009. Et elle a vraiment essayé de continuer à vivre avec Louis. Même s'il n'était plus là, il était très très présent à ses côtés. Le grand fond marin, Annie Van de Wiel. Mon capitaine. On sentait bien que son capitaine était là. Il était, je ne sais pas si c'était l'épaule gauche ou l'épaule droite, mais en tout cas, il était très très présent dans le cœur d'Annie et dans sa vie quotidienne. Même si à la fin de ces années, elle disait « Mais tous les nouveaux amis que j'ai n'ont jamais connu Louis ». Mais c'est un peu comme vous, je suis sûre que vous auriez été un très bon ami d'Annie, certainement, parce que vous avez capté, je dirais, les finesses et les attachements qu'elle avait. Et je trouve que cette exposition retrace vraiment très très bien leur parcours à tous les deux,
peut-être plus d'Annie, vu que c'est elle souvent qui tenait la plume, mais on sent bien que derrière elle, il y avait toujours son capitaine. Mon capitaine. Mon capitaine m'a quittée pour les navigations élyséennes, d'où l'on ne revient pas. Il m'a laissée seule à la barre, mais son ombre est assise à mes côtés. Nous finirons bien par arriver quelque part ensemble. Mon nom c'est Liliane Van Klimpus, mais pour Annie j'étais Lily. Ayant exploré toutes ces archives, il y a vraiment un manuscrit assez étonnant qui est le manuscrit de la mort de Louis, qui s'appelle vraiment le journal de la mort de Louis. Où en effet Annie, en fait, quand Louis est à l'hôpital et souffre, imagine de ramener Louis à la maison et qu'ils se suicident ensemble, se disant ça n'a plus de sens de continuer si on ne partage pas cet audacieux sentiment de l'existence, quoi. Ce qu'elle ne fera pas, mais voilà. Après elle a décédé, j'ai tous les documents, les papiers comme ça. Le chef des archives, M. Kagebert, a m'écrire, a demandé si c'est possible à trouver quelque chose peut-être pour donner aux archives. Et j'ai dit, franchement, j'ai tous les papiers, tous les documents littéraires, et il y a encore des gens qui se souviennent le moment qu'ils ont fait le voyage. C'est un moment extrêmement important pour les gens de marins et aussi pour les Belges. Ah oui, c'est ça. Donc c'était simplement pour l'expliquer comment se faisaient les choses à TF1 quand on passait à Ex-Libris. Annie était toujours très 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 fière de son héritage belge, et je suis sûr que c'est bien placé ici. Et je suis très contente et très reconnaissant à M. Robay à faire l'expo comme ça, qui s'exprime si bien le succès d'Annie dans sa vie. Je crois, il me semblait qu'il y avait du sang, mais tu vois, ce ne sont que des... C'est le VHS. Maillard, comment s'appelle-t-elle? J'ai oublié son nom. Et la Maillard, cela ne va pas vous empêcher, vous l'avez dit déjà d'ailleurs, à aimer le lac, à aimer le ski, et cela va vous amener à être, je crois d'ailleurs, une des premières femmes en Suisse certainement à faire de la compétition, que ce soit en voile aux Jeux Olympiques ou à ski, je crois, dans l'équipe féminine de descente de l'époque. Oui, ça c'est vrai, c'est venu plus tard, grâce à André Roch, qui m'a une fois téléphoné en me demandant si j'étais capable de venir à Muren, où il y avait le centre de la propagande pour les concours de ski, descente et slalom, avec le Kandahar Ski Club. Et comme ça, je suis peu à peu entrée avec de l'entraînement pour les skieuses suisses. On était battus par les skieuses anglaises, qui étaient bien plus fortes que nous. Et puis on a eu les premiers concours internationaux en 1931 à Muren. Et puis en 32, 33, 34, j'étais dans l'équipe suisse de ski et ça me plaisait beaucoup de prendre des risques. J'ai toujours aimé tenter l'impossible. Annie, je ne sais pas si vous le savez, mais Annie raconte tout ça dans un manuscrit qui est resté inédit, mais qui est devenu un tapuscrit, donc un manuscrit dactylographié qui s'appelle « Écrire est mon armure ». Écrire est mon armure. Et donc elle a commencé à écrire ça juste à la mort de Louis, pour essayer de conjurer cette mort, justement. Je viens de perdre Louis à la suite d'une longue maladie, et c'est le motif de ce texte qui a pour but de purger mon désespoir, de le rendre net et clair. Et alors, il y a un passage que je trouve particulièrement intéressant là-dedans, c'est quand elle parle de son père, justement, qui était fonctionnaire, mais aussi grand sportif. Elle dit, voilà, mon père m'a appris à ne jamais avoir peur. Et donc Annie, quelque part, raconte que plus tard, quand elle nage dans la mer, elle n'a absolument pas peur des requins. Le tout est de nager quand on n'a pas de problème, de règles, parce que là, le sang peut les attirer, mais sinon, aucune peur. Et donc, c'est quelque chose
qu'elle reformule à la mort de Louis dans les années 90. Et c'est quelque chose qui vraiment peut aussi aider à comprendre la personnalité exceptionnelle de cette personne. L'absence de peur. Voilà. La peur connaît pas. Le mot même de peur était interdit à la maison. Papa estimant avec raison que si on demande à un enfant s'il a peur, il en déduit qu'il y a lieu d'avoir peur et répond oui, croyant que c'est nécessaire. Fleur d'Océan, c'est donc le nom du premier bateau avec lequel ils sont allés à Tahiti. Là, toute la famille. Voilà. Avec Suzanne et les Argots. Avec beaucoup d'enfants, 2 chiens. Oui. J'ai jamais pu m'empêcher d'écrire. C'était des articles sur notre voyage. Entre 51 et 53, puisque je les envoyais au fur et à mesure. C'est une vie libre, une des rares vies libres qui reste détachée de la plupart des conventions, dépendante seulement des forces de la nature. Elle a aussi, par exemple, des propos sur leurs difficultés financières, parce qu'on s'imagine que les gens qui partent en bateau sont pleins d'argent. Or, finalement, le premier bateau qu'ils ont fait construire, Homo, ils l'ont fait construire en vendant la maison des parents de Louis, et donc vraiment en mettant tout leur argent dans ce bateau. Ils le revendent en Afrique pour acheter alors une ferme au Kenya. Donc l'aventure chez eux, c'est aussi réaliser des désirs merveilleux dans le présent en n'ayant pas peur de perdre des choses. Par la suite, Annie parlera de cette vente de l'Homo, qu'elle n'a jamais vraiment comprise en fait, cette vente. Mais néanmoins, elle a eu lieu, la vente. Voilà. Oui, ça c'est parce que Homo était leur rêve. Pas rien qu'à eux deux, parce qu'il ne faut pas oublier un troisième larron qui est Fred de Bels, qui était, je dirais, l'ami de cœur de Louis. Et à deux, avant que Annie connaissait Louis, il s'était promis que le premier des deux qui aurait les moyens de faire un bateau, il ferait le tour du monde avec l'autre. Et donc Annie, c'est, je dirais, le fait qu'elle a rencontré Louis est devenu le troisième partenaire de cette aventure. Mais c'est vrai qu'ils étaient des jeunes, c'était juste après la guerre, une soif de vivre, parce que naturellement cette guerre avait été longue, 5 années. Quand même, Louis était dans la résistance, il était en Angleterre, ils ont été très très souvent séparés. Donc quand ils se sont retrouvés après-guerre, Louis malheureusement a perdu ses parents dans un bombardement, et cette fameuse maison dont il a hérité va être la possibilité de réaliser ce rêve. Et il ne va pas hésiter un instant, il ne va pas s'installer dans une vie bourgeoise à Courtrai, puisqu'il était originaire de Courtrai. Il va vendre et fabriquer le bateau, c'est-à-dire fabriquer le bateau avec toutes les difficultés qu'il y avait après-guerre, puisqu'il n'y avait plus rien. Annie le disait, les Allemands sont partis, ils ont tout emporté. Donc c'est plus de bois, pas possible de faire un bateau en bois, donc on va le faire en acier. Un très gros travail, ça va durer. Je me souviens qu'Annie m'a raconté que donc ils étaient jeunes mariés, pour économiser, ils ont pris une toute petite maison le long de l'Escaut à Gand. Et cette petite maison, elle dit, tu t'imagines, on devait aller dehors pour aller à la toilette. Ce n'était pas vraiment très confortable. Alors ça a duré, je crois, près de 2 ans pour la réalisation du bateau. Entre-temps, Fred de Bels, qui était également de Courtrai, puisque c'était un ami de Louis, avait lui une entreprise, je crois, de cordage. Il a remis cette affaire de cordage, mais ça aussi, ça n'était pas fait en 2 minutes. Il fallait des accords, etc. Donc Louis et Annie vont partir en Méditerranée, faire l'attente pour Fred de Bels à Nice. Et là, il y a une autre aventure qui s'ajoute, c'est que pendant qu'ils sont là et qu'ils attendent Fred qui se mélange les pinceaux dans les papiers, etc., Louis va trouver un embarquement pour partir pendant le trajet de Nice à Tahiti avec 2 couples. Et nous avons, avec mon ami Miette de Saussure, nous avons bien connu Gerbeau, et nous nous sommes dit, on va faire comme lui, on va partir pour le Pacifique, on va s'entraîner. On est de bonnes navigatrices, nous étions très fiers de nous-mêmes. Nous avons navigué à 2 reprises 6 mois en Méditerranée.
Ensuite, nous avons été en Crète et en Grèce avec la Bonita. Le premier bateau s'appelait la Perlette. Et je crois que cette idée d'aller vers une région où les gens vivaient sans effort, sous le soleil et sans faire des guerres épouvantables était une possibilité de vivre une vie intelligente. Le monde était différent. Hein. Absolument, totalement différent. À ce moment, on voit que le monde est un monde après les guerres, pour tout le monde, c'est en noir et blanc. Et c'est nécessaire pour trouver les couleurs encore. Comme un voyage test. Sur un bateau, une goélette bretonne, et ils vont partir, et Annie va être la cuisinière de l'équipage. Et ce voyage va durer près de 4 mois, et donc ils vont traverser l'Atlantique, traverser le canal de Panama, toute une aventure, faire les Marquises. Alors j'ai eu la chance que mon ami avait les moyens de s'acheter, d'ailleurs les bateaux étaient vieux, que nous avions achetés n'étaient pas très chers, et puis on les revendait pour en acheter un autre, on les revendait avec bénéfice, mais c'est grâce à mon ami que nous avions cette ambition de gagner le Pacifique. Et nous avons travaillé pendant plusieurs mois pour nous faire donner des vivres gratuitement, à titre, à revanche, que nous ferions de la réclame pour les maisons qui nous avançaient. J'ai reçu un appareil photographique Gaumont, j'ai reçu une machine à écrire, j'ai reçu pour faire du cinéma, parce qu'il fallait filmer notre traversée. Nous avons reçu des provisions, donc très longtemps, de la part des fabriques. Alors pour finir, c'était le sponsoring déjà, mais avant le fait. Et nous étions très sûrs de réussir. Et c'était à ce moment-là cette idée d'aller vers un paradis. C'est une vie simple et saine, physiquement et moralement. Laurence Boudard. Dominique de Wint. C'était un bon bateau, hein. Pour faire le tour du monde, c'était très bien. Il était très confortable pour vivre à bord et tout. Et en effet, oui, il était associé comme ça à cette tradition de femmes audacieuses. Alors je crois que ce goût du risque que vous connaissez à ski, vous allez aussi le connaître et le chercher à travers la voile spécialement. C'était amusant de les voir, Louis et elle, parce qu'elle était quand même petite, elle avait moins d'1m60, elle disait toujours, moi je ne dois pas porter la ceinture de sécurité, puisqu'il faut 1m60. Louis qui était bien au-dessus d'1m80, donc elle disait souvent, elle dit je dois mettre sur un tabouret pour donner un baiser à mon mari. C'est parce que nous avions rencontré Alain Gerbaud, qui était également révolté contre la guerre. Il était sorti vivant de la guerre qu'il y avait tué ses meilleurs amis. Et Alain Gerbaud avait décidé de partir sur son Firecrest, partir en solitaire, par la force des choses, puisque ses amis étaient morts, de partir vers le Pacifique Sud, où nous savions parfaitement que grâce au climat et à une vie facile, les indigènes étaient souriants, sans problème et sans guerre fratricide. Et alors, Gerbaud, nous l'avons connu depuis 1922-23, à son retour en Europe, 29, 30, 31, 32, quand il construisait son nouveau bateau à voile. Et nous avons énormément parlé avec lui de cette vie qui, à ce moment-là, était encore relativement paradisiaque. L'influence de l'Europe n'avait pas encore tout chambardé jusqu'aux antipodes. Nicole van de Kerkhove, elle est plus française que belge, mais elle avait des liens avec Nieuport, qui a fait un tour du monde aussi, cette fois le tour du soleil, elle a fait, qui est malheureusement décédée bien avant Annie. Et Annie me disait souvent, tu vois, Nicole est déjà partie, elle est morte à 60 ans, dans les terres de Patagonie. Elle avait fait plusieurs fois les canaux de Patagonie et elle m'a donné envie d'y aller. Elle était avec sa fille et d'autres amis là-bas dans le sud argentin quand elle est décédée. Et elle avait fait un très joli film de son tour du monde.
qui est passé à Exploration du Monde, comme tout. Annie aussi, et Louis. Ils étaient encore passés à Exploration du Monde en français à Gand. Là, ce sont des extraits de Pénélope était du voyage, donc son best-seller en quelque sorte. Début du livre, elle explique un petit peu les raisons pour lesquelles ils se sont lancés dans un tour du monde. Le tour du monde. Pourquoi ? Je serais bien en peine de le dire. Nous n'avions jamais envisagé moins que cela. Cela nous paraissait le summum de la félicité pour des navigateurs à la voile. C'était la chose que nous avions toujours voulu faire, pour l'amour de l'avoir fait, pour notre satisfaction propre, pour l'apaisement du petit démon intérieur qui réclamait cela depuis si longtemps. Cela et pas autre chose. Curieusement, comme c'est de la littérature auturière, je pense que le public a un peu oublié Annie van de Wiel. C'est plus qu'un livre de voyage, c'est aussi un livre de rencontre avec des populations. Parce que le couple Van de Wiel était très sensible à ça. C'est vrai qu'il y a à la fois la traversée en bateau, mais il y a aussi toutes les escales. Et donc on retrouve un monde dans les années 50, comme vous le disiez Liliane Van Klemput, avec justement des ports encore pas du tout habitués à accueillir des bateaux comme ça venus de l'étranger. Et donc vraiment cette sensibilité qu'on trouve dans le couple, qui tous les deux, Annie était romaniste, elle était aussi historienne de l'art, Louis était aussi historien de l'art, ils étaient tous les deux très intéressés par l'art africain, et toute cette sensibilité comme ça à autrui, à l'autre, se retrouve dans ses écrits. Notre désir de ce périple-là, particulièrement, était indépendant de tout calcul. Nous ne voulions pas faire une performance. Ça avait été fait une 12aine de fois avant nous. Nous voulions naviguer le plus possible. Mais on peut naviguer beaucoup dans une aire relativement petite. Non. Il y a dans cette idée du tour du monde une fascination que les méthodes modernes n'ont pas encore tout à fait détruite. Cela nous paraissait une chose achevée, complète, parfaitement satisfaisante. L'idée comblait notre goût de partir perpétuellement, d'aller toujours plus loin. On ne pouvait aller plus loin que cela. L'idée promettait beaucoup d'océans, beaucoup d'eau pour notre soif de mer, le tout orné d'un alléchant assortiment d'îles et de continents. Cela réconciliait nos trois tendances. Bon, il faut remonter loin. Louis, quand il était jeune, il était un jeune homme avec des idées d'aventure. Et donc, au moment de la guerre, il s'est embarqué, je dirais, avec les Anglais. Et il a eu cette passion de la grande navigation. Tous les navigateurs de notre genre que nous avons rencontrés ont ceci en commun. C'est qu'ils étaient tous fauchés. Je dirais, il était autodidacte mais se faisait conseiller et il s'est vraiment installé comme architecte naval et il a même fait les fameux bateaux Flandria à Anvers qui transportaient. Il en a dessiné également, donc c'était quand même déjà des bateaux plus grands, mais il était vraiment spécialisé en bateaux de plaisance. En effet, il ne faut pas être riche pour mener cette vie-là. Indépendamment de l'achat du bateau, en quoi croyez-vous que les grosses dépenses consisteraient ? Dans ces années-là, le bateau devenait un luxe plus accessible à tout le monde, donc plus de gens dans les ports, donc tout plus réglementé. Et tous les deux, bien après, ils ont dit, on l'a fait au bon moment parce que ils arrivaient, ils allaient dans les ports de pêche, dans les ports commerciaux, parce qu'il n'y avait pas de yacht club. C'est des choses quand même qui sont nées bien après. Ce bateau est notre seule habitation. Nous l'entretenons. Nous faisons presque tout le travail nous-mêmes. Aux escales, nous faisons le marché. Nous mangeons à bord, nous vivons économiquement. Nous vivons des produits locaux. Nous n'avons presque pas porté de vêtements, sinon de vieux trucs en coton. Et nous nous fichons de la mode et des voisins. Nous n'avons pas brûlé pour un sou de charbon. Nous avons passé le plus clair de notre temps en mer, où les étalages font défaut, et ne vous tentent pas avec un tas de jolis objets inutiles. Là, on est sous les doubles trinquettes. Bar à marée aussi. Fred en Pacha et moi en vacances.
Vous voyez qu'il avait des mouvements très doux. Là, c'est pour montrer que de temps en temps, on se lave les pieds, suivant le mouvement du roulis. Pas de winch, hein, tout à la main, s'il vous plaît. Et Grobet, l'œuvre d'Annie van de Wiel, quelle est-elle? Ce qui est assez étonnant avec Annie van de Wiel, c'est que c'est une personne plutôt méconnue du grand public. Or, lorsqu'ils ont fait leur tour du monde sur le voilier Homo, du nom du roman d'Herman Melville, très rapidement, quand ils sont rentrés, en 1953, je pense, Annie s'est mise à écrire, avait déjà écrit à sa maman, avait un journal personnel qui a duré jusqu'à son dernier jour pratiquement. Et donc, elle a été publiée chez Flammarion avec ce livre de voyage, Pénélope était du voyage. Ça a été un best-seller, ce livre. Puck et sa femme, et René, Maurice, Michel le tenancier du bar, Antoine le petit corse et Pierrot de la patoche, Nénès le doux ivrogne et notre ami France Masserel, l'artiste gantois que le midi enchaîné, et le marchand de brosses qui ressemble à Punch, nos voisins, le vieux qui soutient ses pantalons avec 2 fils de cuivre, et l'ancien capitaine de vaisseau qui nous apportait des cerises, Johnny le barbu, et Madame Johnny, jalouse épouse, et notre beau petit Bernard, le canard aimé de tous. Il a fallu tous les quitter. C'est une des caractéristiques de notre vie, ces amitiés que nous nouons dans tous les ports et qu'il faut dénouer. Nous le savons au bout de quelques jours ou de quelques semaines. Parce que nous le savons, ce sont des amitiés d'une profondeur précoce, tout de suite attachantes parce qu'éphémères, comme ces soudaines attractions qu'on subit sur un paquebot, auxquelles on ne peut se laisser aller complètement sans crainte de se lier pour la vie. Nous restons dans notre cœur et dans notre mémoire tributaires de ces amitiés. Mais ce n'est pas une occasionnelle carte postale qui en fait foi. C'est la joie si un jour on se revoit, ou c'est le plaisir d'en parler entre nous. On se connaît, on se quitte, avec plus ou moins de peine. Peut-être tous ces gens-là que nous appelons nos amis ne sont pas vraiment comme nous croyons qu'ils sont. Tant pis. Il y a le deuxième livre, justement, dans les années 60, justement, qui est le récit du voyage vers les Antilles, au fil de l'étrave. Il peut arriver qu'on ait vent arrière pendant 15 jours consécutivement. Alors on hissait les doubles trinquettes, on amarrait là-bas, on laissait courir et la nuit on dormait. Ici à Suva, qui est la capitale des îles Fidji, là c'est un texte intéressant parce que ça montre toutes les incertitudes de la navigation en haute mer, les découragements en fait. Et donc, c'est un texte qui condense à la fois le découragement et puis le retour à l'espoir. Il pense même, je pense, s'arrêter en Nouvelle-Zélande plusieurs années, mais ils ne le feront pas. Sur la route des Alizés et la route des voiliers, il n'y avait personne. Mais Suva fut aussi l'escale du doute. À mi-chemin du tour, nous eûmes une période de profond découragement. Brusquement, tout semblait aller mal. Nous étions en retard et en course contre la mauvaise saison. Nous étions fatigués. Nous étions de mauvaise humeur. Le capitaine, harcelé de maux de tête et de furoncles, les mains toujours couvertes de son affection purulente, se fit examiner par le médecin qui ne put constater qu'une fatigue générale de l'organisme et conseilla vivement le repos, les vitamines et un changement d'air. C'était un humoriste. Ce qui dévore le capitaine, c'est une constante tension d'esprit, un qui-vive incessant greffé sur une nervosité naturelle. Il est le moteur de l'expédition et l'énergie qui l'entraîne. En dernière instance, c'est de lui que doit venir toute décision, et il porte toutes les responsabilités. Il calcule les distances et les durées, prévoit, que dis-je, sait le temps qu'il fera, prend les dispositions nécessaires. C'est lui qui doit nous fouetter pour que nous ne nous endormions pas dans les délices de Capoue, pour que nous résistions au désir de dire « nous n'en sommes pas un jour près ». Tout le monde nous chantait les attraits de la Nouvelle-Zélande. Après des semaines de flottement, nous décidâmes soudain d'y aller passer un an. Nous pourrions peut-être y gagner notre vie. On se bourrerait de lait, de beurre, de légumes, on repartirait à la meilleure époque pour les vents, et le tour du monde se ferait en 3 ans au lieu de 2. Brusquement, au lieu d'être horriblement pressés, nous voguâmes sur un océan de temps.
Louis cessa de se faire du mauvais sang. Fred était enchanté. Je versai une larme et nous fîmes des projets. Le baromètre de l'humeur remonta d'un cran. Il n'y avait personne. Les routes des grands navires sont marquées sur les cartes. Alors quand on savait qu'on allait croiser une route, bon, on prenait des cartes pour surveiller quand même, parce qu'il faut faire attention aux cargos. Oui. Parce qu'eux, ils font attention à rien. Je pense que c'est comme ça qu'il y a plusieurs navigateurs, solitaires ou non, qui se sont perdus. Là, il y a un extrait, ils sont de nouveau en Espagne. Avant de repartir, justement, ils sont en cale sèche. Je sais plus, on est là en Nouvelle-Calédonie ou en Nouvelle-Guinée, je pense. Enfin, on est en Mélanésie. Et l'expérience de la cale sèche est intéressante aussi parce que c'est aussi entrer en contact avec les ouvriers du cru et à une époque, dans les années 50, où évidemment les contextes sociaux étaient très différents. Mais il y en avait beaucoup qui habitaient soit sur les bateaux, carrément, soit sur des bateaux, soit dans des villages sur pilotis. Je me souviens même du nom, ce village s'appelait Borebada. Je hais la cale sèche. Nous souffrons tous, mais pas en silence. Mes hommes, nus jusqu'à la ceinture et pas très habillés au-dessous, œuvrent avec les hommes de peine, à leur surprise. Ils n'ont jamais vu cela. Un propriétaire de yacht qui travaille. Donc Annie a fait des journaux personnels depuis ses 15 ans à peu près. Et donc la dernière page de son journal personnel raconte, elle est à Miradou, elle doit aller à Lectoure, qui est une petite ville proche de Miradou, acheter de la rhubarbe, et elle est toute heureuse d'avoir trouvé de la rhubarbe à Lectoure. Et elle dit parce qu'en fait Charles Oliver Cooper vient demain, et il adore la rhubarbe. Et puis ça se termine comme ça. Et puis quand je suis allé chercher moi les archives là-bas que j'ai rencontré Charles m'a dit, tu sais, j'ai trouvé Annie morte devant une casserole de rhubarbe. Voilà, c'est comme si quelque part le stylo était encore à côté de la casserole de rhubarbe aussi. Vous êtes au fond un petit peu en conflit avec l'Europe. Oui, je pensais que l'Europe était en bataille avec elle-même et pas fidèle à sa profonde vocation d'être dans la ligne d'un développement spirituel et technique. Ce christianisme ne me satisfaisait pas du tout, il me paraissait hypocrite. Et la Première Guerre mondiale m'a profondément remué. Quant à la seconde, elle m'a fait désespérer de l'Europe. Et c'est pourquoi vous êtes parti si loin? Je crois que si on s'analyse, vous savez, en vieillissant, on a le temps de réfléchir. Réfléchir veut dire peut-être fléchir aussi un peu le genou, n'être plus très sûr de soi-même. En réfléchissant, je pense que je voulais voir le contraire de l'Europe, en allant en Mongolie, en Asie centrale, au Tibet. Qui est dans un livre qui s'appelle Fleurs d'océan, qui est encore disponible chez Houbbek à Paris, et qui est en fait un récit qui a été écrit par Annie, je crois 50 ans après les faits, après la mort bien sûr de Louis. Donc Annie a encore écrit 2 livres qui sont des livres de souvenirs écrits 40 ans et 50 ans après les faits. Le deuxième étant Cabotage, qui raconte justement le voyage autour de l'Afrique avec l'arrêt au Kenya. Et là, ça fait les 4 grands livres d'Annie. Écrire est mon armure. Je viens de perdre Louis à la suite d'une longue maladie, et c'est le motif de ce texte qui a pour but de purger mon désespoir, de le rendre net et clair. Des idéalistes, mais des idéalistes qui réalisent, parce que souvent l'idéaliste reste dans ses rêves, et je crois vraiment qu'ils ont eu la chance de se rencontrer, et l'un a épaulé l'autre. Louis avait ce désir de tour du monde, mais je dirais presque que c'était comme une fixation, vous savez, comme un petit garçon qui dit « moi je veux faire le tour du monde ». Il a rencontré une compagne qui le soutenait à 100%. Je crois pouvoir dire que c'est le seul couple que j'ai connu qui était amoureux Elle était encore amoureuse la veille de sa mort. C'était tellement beau de les voir ensemble d'abord, mais aussi de voir comme ils se communiquaient leur force mutuelle. Un plus un faisait vraiment beaucoup plus que 2.
Et grâce à ça, ils ont réalisé. Au lieu de rester dans le rêve, c'est devenu des réalités. Parce que dans une même vie, faire un tour du monde, aller 5 ans en Afrique faire la chasse et puis être protecteur des animaux, de refaire ce voyage aux Antilles. Et comme Annie aimait à le souligner, sans faire de casse. Donc je la vois plus dans un présent comme ça, à essayer de formuler cette difficulté d'être à 3 ou à 4 dans un cockpit assez petit, à dire un peu ce que c'est que la solitude aussi en mer, à parler aussi de leur conception de l'aventure. Elle remet beaucoup en question cette notion d'aventure en disant il est évident que quand on est sur la mer, on est vulnérable bien sûr, mais il faut calculer très fort l'aventure. Et donc on prépare très fort les choses et puis on se laisse guider par les éléments. Et donc je vois chez elle une sorte de grand réalisme lié aussi à beaucoup d'humour. Elle dit tous ces jeunes qui partent et puis ils cassent un mât, ils coulent et puis il faut les secourir. Nous, notre honneur, c'était d'arriver sans embêter personne. On était autonomes. Il n'y avait pas tous les appareils. Ils n'étaient pas suivis par des balises ou Delstar ou je ne sais quoi. Ils réalisaient eux-mêmes. C'était un grand fond marin. Les archives d'Annie van de Wiel aux Archives et Musées de la Littérature, une exposition qui se tient jusqu'au 30 avril. Avec Liliane van Cleput, Charles Cooper, Hugues Robert, et les voix de Ella Maillard, ainsi que celle d'Annie van de Wiel, 1922-2009, qui est extrait du film Pénélope était du voyage de 1996. Lecture Dominique de Wind et Laurence Boutard. Une émission de Thierry Genicot. Retrouvez Par oui dire tous les jours de la semaine entre 22 et 23 heures. Oui. Oui. La première.